Mesdames et messieurs, le Barça est en course pour la Liga. Le Barça est désormais maître de son destin pour le championnat espagnol. Le Barça est qualifié automatiquement pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions et le Barça affrontera en match aller-retour l'Atlético Madrid pour le compte des demi-finales de Coupe du Roi. Dans ce contexte, on peut dire que le Barça n'a plus le droit à l'erreur jusque fin mai minimum, avant d'arriver en vacances et de clôturer la saison. Et c'est justement encore une fois dans ce contexte qu'on va parler du sujet de cette vidéo, qui est un sujet qui porte à débat depuis le début de la saison. Certains pensent que c'est trop risqué, d'autres pensent qu'on ne peut le dissocier du Barça de Flick. Aujourd'hui, nous allons parler du hors-jeu. Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du hors-jeu. Et plus précisément, du hors-jeu du FC Barcelone sous Flick, à savoir un hors-jeu qui se situe en moyenne extrêmement haut par rapport au but de notre gardien. Quelque chose de nouveau qui a été importé par Flick sur cette saison 2024-2025 et qu'on a vu, nous, en tant que supporters du Barça, dès le début, être mis en place. Ça a été vu ensuite par les Européens lors des matchs de Ligue des Champions qui se sont étonnés pour certains de ce système. Et depuis quelques semaines, maintenant depuis quelques mois, c'est toute l'Europe qui s'enflamme un petit peu sur ce nouveau style qui est très spectaculaire et qui fait beaucoup parler. Comme j'ai dit en introduction, certains pensent que c'est très risqué et qu'à cause de ça, le Barça sera limité et d'autres pensent qu'on ne peut pas le dissocier du Barça de Flick. Et l'objectif dans cette vidéo, c'est justement de voir si c'est réellement un problème. Si c'est un problème, est-ce qu'on peut ajuster certaines choses? Et enfin, quelle décision devons-nous prendre? Que devons-nous faire pour la suite de la saison? Première partie, mythe ou réalité. Vous le savez, dans la communauté Barça, on aime des fois ne pas être d'accord. Et je l'ai vu quelques fois dans mes commentaires, je l'ai vu quelques fois également sur les réseaux sociaux, des gens dire « On concède beaucoup trop de buts à cause du hors-jeu ». À l'inverse, j'ai vu des gens dire « Non, vraiment, le ratio par rapport au total de nombre de buts qu'on a pris, c'est vraiment pas fameux. » Du coup, ce qu'on va faire dans cette première partie, c'est regarder tous les buts du FC Barcelone et regarder le ratio de nombre de buts qui ont été concédés à cause du hors-jeu. Et donc, je me suis rematé tous les buts qu'on a pris depuis ce début de saison, toutes compétitions officielles confondues, et j'ai regardé ce qui s'est passé. Le Barça a donc concédé 41 buts. Le Barça a concédé des buts à cause du hors-jeu contre Girona, contre Monaco, contre Villarreal, contre Osasuna, contre Séville, contre l'Étoile Rouge de Belgrade, contre Las Palmas, contre Mallorca, contre Dortmund, contre Benfica, contre l'Atalanta et contre Séville. Ça fait 12 buts sur 41. On est donc entre un tiers et un quart des buts qui ont été concédés par le FC Barcelone qui viennent directement d'erreurs causées par cette ligne du hors-jeu. On est plus précisément sur 30% des buts concédés par le FC Barcelone. Donc bien évidemment, ce qu'on peut dire autour de ce chiffre aussi, c'est qu'on ne peut pas l'omettre, on ne peut pas le mettre de côté. C'est un chiffre qui reste quand même assez important du côté du FC Barcelone. En revanche, si c'est un chiffre qui est important, il ne faut pas du tout dire que c'est à cause de ça qu'on concède quasiment tous nos buts, parce qu'on n'est pas du tout sur un 80% ni un 70%. Et il ne faut pas non plus dire que c'est la majorité des buts qu'on concède à cause du hors-jeu. Parce qu'on n'est pas au-dessus de 50%, mesdames et messieurs, nous ne sommes qu'à 30%. Donc juste un petit peu pour revenir sur les différents avis, oui, c'est un chiffre qu'il faut prendre en compte et il faut réfléchir bien évidemment à ce qu'on peut mettre en place pour que ça diminue un petit peu, mais de là à en venir à dire que c'est le problème numéro 1 du FC Barcelone, non, ça n'est pas le cas. Nous arrivons, mesdames et messieurs, ensuite sur la deuxième partie de la vidéo qui va être consacrée aux choses qu'on peut améliorer pour justement éviter que ce ratio soit aussi important du côté du FC Barcelone. Et ce premier point de cette seconde partie, c'est bien évidemment l'alignement. Parce que quand on pense et quand on concède des buts à cause de cette ligne du hors-jeu, qu'est-ce qu'on va regarder en premier sur le ralenti du but? On regarde toujours, en tout cas pour ma part, quel joueur a fait l'erreur. Quel joueur a fait le pas d'avance, quel joueur avait le pas de retard par rapport à ses coéquipiers et n'était pas en rythme avec eux. Et souvent, c'est ce qui arrive, et j'ai remarqué justement dans les buts qu'on a concédés à cause du hors-jeu, que moins de la moitié, un tout petit peu moins de la moitié des buts venaient justement d'un mauvais alignement. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut corriger ça? Bah ça, c'est un énorme travail à faire du côté de Flick et du staff. Travail qui, pour l'instant, je tiens à le dire, est exceptionnel autour de ce cas-ci. C'est-à-dire que du côté du Barça, depuis mi-août, on voit une équipe, on a l'impression, qui est habituée à jouer ce hors-jeu. Le nombre d'erreurs qu'on fait par rapport au nombre de fois où ces occasions, elles arrivent, il est infime du côté du FC Barcelone et c'est exceptionnel en si peu de temps du côté de Flick et son staff d'avoir imposé ça. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il en subsiste encore de ce style d'erreur. Du coup, il faut continuer à répéter ça aux entraînements. Il faut répéter ça
comme si c'était une danse. Faire en sorte que la chorégraphie, parce que c'est une chorégraphie, quand vous le voyez sur le terrain, elle soit parfaite de la part des joueurs. Qu'ils sachent le faire tous ensemble, qu'ils aient la lucidité, qu'ils aient le regard pour regarder leurs compagnons et savoir quand faire le pas dans le même moment. Comme je viens de vous le dire, c'est une chorégraphie. Et l'objectif, c'est de répéter ce pattern tout le temps, pour qu'à la fin, ça devienne un réflexe. Parce qu'à force de répéter les choses, justement, ça va devenir automatique pour les joueurs. Et quand on arrivera à ce point-là, on aura encore plus fait de progrès et on verra encore moins d'erreurs d'alignement. Deuxième sous-partie de cette deuxième grosse partie qui est consacrée cette fois-ci à la gestion de la rampe de lancement. Parce que bien évidemment, comme je vous l'ai dit, de prime abord, on regarde s'il y a un joueur qui est mal aligné, mais il se peut que le Barça se soit bien aligné, que tous les défenseurs soient dans le bon tempo et bien fait la chorégraphie. Mais si tu laisses la rampe de lancement dans le confort pour faire cette passe qui va être une passe décisive ou en tout cas une avant-dernière passe décisive et qui va faire la différence, tout de suite tu te mets en difficulté parce que lui va pouvoir lancer dans le confort un de ses ailiers, un de ses attaquants qui aura fait un bon appel. Et donc quand on a regardé ça du côté du FC Barcelone, on remarque que c'est un petit peu moins de la moitié des buts qu'on a concédés à cause du hors-jeu qui viennent de là, un petit peu justement comme l'alignement. Et si on regarde ça d'un tout petit peu plus près, on voit deux cas qui se distinguent. Tout d'abord, lorsque c'est l'adversaire en phase très basse qui va pouvoir se relancer. On l'a vu contre Séville lors du match aller de Liga, Badé qui a envoyé un énorme ballon sur son ailier qui s'est fini en passe décisive. On l'a vu également en Ligue des Champions quand on a joué contre Monaco, quand c'est Wenderson qui a envoyé son attaquant aussi dans la profondeur alors qu'il n'était pas très loin de sa surface de réparation. Ça, c'est des cas où l'adversaire justement a le ballon en zone basse. Il faut, comme on l'a déjà évoqué plusieurs fois sur la chaîne, essayer d'améliorer les temps de possession, ce qu'on fait déjà depuis quelques semaines et ça se passe mieux. Ça permet à notre bloc de monter. Si notre bloc monte et est compact à la perte du ballon, tout de suite on peut le récupérer. On empêche des joueurs qui sont bas du côté de notre adversaire d'avoir la facilité de pouvoir lancer les attaquants. Ensuite, il y a la phase où les joueurs adverses ils vont être un petit peu dans la zone du milieu de terrain ou un petit peu plus haut que le milieu de terrain. Là maintenant, c'est plus à notre bloc forcément haut d'intervenir, ça va plus être à nos milieux de terrain d'être plus agressifs, de tout de suite être au contact du milieu de terrain adverse pour éviter que sa qualité technique puisse parler et qui puisse servir d'autres joueurs. Dans ce cas-ci, on a vu un Baena avec Villarreal qui a pu lancer trop facilement un Nicolas Pepe dans la profondeur. On a aussi vu un Darder avec Mallorca qui a pu lancer un de ses attaquants trop facilement. L'objectif, c'est du côté de nos milieux de terrain, allez les gars, on met un peu d'agressivité. Il faut que personne n'ait trop de mètres devant lui pour pouvoir lâcher des passes, surtout quand tu as des très bons joueurs. Parce que là, plus on va avancer dans la saison, on va rentrer en Ligue des Champions, en demi-finale de Coupe du Roi, dans des matchs de Liga qui vont être assez chauds, surtout à l'extérieur, notamment contre l'Atlético Madrid, mais aussi l'Athletic Bilbao. Tu vas avoir en face de toi des joueurs, si tu leur laisses trop de temps pour faire une bonne passe décisive, ils ont la qualité pour le faire. Dernière sous-partie de cette deuxième partie, c'est bien évidemment quand l'adversaire a tout bien fait. Quand le milieu de terrain de l'adversaire s'est sorti d'un pressing, parce qu'il a la qualité technique pour le faire, parce qu'il a le collectif pour le faire, et qu'ensuite l'appel est quasiment parfait de la part de l'adversaire, même si toi tu t'es bien aligné, même si toi tu as bien exécuté ton pressing, l'adversaire il arrive à s'en sortir. C'est des situations qui peuvent arriver. Et dans ce genre de situation, il y a une petite hypothèse, une petite bulle hypothétique qui est sortie depuis le début de la saison autour de Araujo, qui, pourquoi pas, à travers sa vitesse, serait en capacité de résoudre ce problème. Alors à travers ça, il y a deux situations qui sont distinctes. La première situation, c'est si l'adversaire qui va recevoir le ballon, il est assez excentré. Dans ce cas-là, Araujo a le temps de revenir au niveau axial dans sa surface de réparation parce que la distance que va parcourir le ballon quand l'adversaire l'a entre les pieds, que ce soit à travers la passe ou un porté de balle, forcément Araujo il va être plus rapide pour lui intégrer la surface de réparation. Mais dans ce cas-ci, je pense même qu'un Cubarsí et un Inigo Martinez ont le temps de revenir. En revanche, sur le deuxième cas, qui est que si l'appel de l'attaquant adverse, il est également dans l'axe, dans la zone où il y aura Araujo, et qui partent tous les deux justement dans cette zone centrale du terrain. Et bien là, on arrive dans un cas que vous pouvez tester vous-même. C'est-à-dire que vous êtes avec votre copain, et comme quand vous étiez petit, vous lui dites « Hey, on fait la course jusque là-bas ». Vous essayez de mettre à peu près 30 mètres de distance. On va voir qui est le plus rapide. À l'inverse de comme quand vous étiez petit, où vous partiez en même temps pour faire la course, cette fois-ci, ce que vous faites, c'est que vous êtes à l'arrêt et que votre copain, vous lui dites « Allez, toi, tu pars 5-10 mètres derrière moi, mais moi, je vais commencer à courir que quand toi, tu arriveras à la hauteur de mes épaules. » Donc, c'est-à-dire que votre copain, il va arriver lancé. Alors que vous allez démarrer la course à l'arrêt. Ce qui arrive justement avec le hors-jeu. Parce que le défenseur, lui, est arrêté et l'attaquant qui part dans son dos, il court à toute vitesse. Là, si vous êtes deux personnes qui ont à peu près la même vitesse, comptez le nombre de fois où vous allez réussir à dépasser votre copain. Alors que lui, il est en pleine course, en pleine balle quand il est à votre hauteur.
très peu de fois. Et on l'a vu avec des exemples concrets autour de Araujo, avec Barcola contre le Paris Saint-Germain. Vous vous en souvenez? Il se prend le carton rouge. Et bien jamais il passe devant Barcola. Justement, il va faire la faute parce qu'il est dans une situation d'inconfort en défense. Parce que Barcola, quand il commence sa course, il est en pleine vitesse, alors que Araujo, quand il la démarre, il est arrêté. Et on l'a vu encore plus récemment contre Séville. Revoyez le but où Martinez et Araujo, justement, ils sont pas très bien alignés. Regardez où est-ce que Araujo, il termine sa course. Araujo est en retard par rapport à l'attaquant. Ce n'est pas du tout pour tirer sur Araujo. C'est juste pour dire que si vous avez des joueurs qui ont à peu près la même vitesse, Araujo, s'il démarre à l'arrêt, il rattrapera pas son vis-à-vis. Alors l'opportunité pour laquelle il peut rattraper son vis-à-vis, c'est bien évidemment si le numéro 9 adverse, il est très lent. Voilà, ça c'est un des cas sur lesquels Araujo peut revenir. Donc c'était juste pour revenir un petit peu sur cette hypothèse qui tournait un tout petit peu et sur laquelle je ne suis pas trop d'accord. Mais pour revenir un petit peu aux buts et aux occasions qui seront concédées à cause du hors-jeu du Barça dans lesquels l'adversaire fait tout à la perfection, à ce moment-là, selon moi, il faut simplement accepter et dire bravo à l'adversaire. Bravo, tu as réussi à déjouer notre pressing, tu as réussi à déjouer notre ligne du hors-jeu, bravo à toi. Et comme on l'a dit, on a concédé 12 buts sur 41 sur hors-jeu. Ça veut dire qu'on en a concédé 29 sur 41 autre part que dans le hors-jeu. Donc ça veut dire aussi qu'à des moments, l'adversaire, il faut accepter qu'il arrive à marquer des buts sans que foncièrement, non, on ait fait une erreur. Quand on marque des buts, est-ce qu'à chaque fois, on regarde, ah, l'adversaire, il a fait telle ou telle erreur? Non, on dit, waouh, on a été super fort de marquer ce but-ci. Regardez ce qu'on a bien fait offensivement pour le faire. Pourquoi les adversaires, ils n'auraient pas le droit aussi de marquer des buts en faisant bien des choses? Il faut savoir accepter que ton adversaire déjoue tes plans. C'est pas parce qu'il déjoue tes plans, toi, quand tu inities le hors-jeu, qu'il n'aurait pas aussi déjoué tes plans, toi, si tu avais mis une défense plus basse. Donc juste sur ce point-ci, si l'adversaire fait tout parfaitement, savoir dire bravo et s'incliner sur ce coup-ci. Maintenant qu'on a vu les 3 points que composait cette deuxième partie, on va s'attaquer à la troisième partie, que sont les points positifs autour du hors-jeu. Je pense qu'il est important, très important de mentionner ça, parce que souvent quand on parle de ce hors-jeu, on essaye toujours de regarder ce qui s'est mal passé. Oh, le hors-jeu, c'est risqué pour le Barça. Oh, regardez ce but, on l'a concédé à cause de la ligne du hors-jeu. Au lieu aussi de regarder, si on est cohérent et si on prend de la hauteur, les moments où ça nous a rapporté beaucoup de choses du côté du FC Barcelone. Mais automatiquement, c'est plus difficile de distinguer ces moments-ci. Pourquoi? Parce que quand on met hors-jeu notre adversaire, on ne sait pas ce qui se serait passé. Du coup, on est dans le doute. On ne peut pas dire automatiquement, comme par exemple un arrêt du gardien en 1 contre 1, ah, il nous a sauvé un but. Parce que c'est pas aussi facile de le percevoir. On ne sait pas ce qui se serait passé. C'est le doute. Donc, c'est pas facile pour nous de nous dire, oh, c'est exceptionnel ce qu'on est en train de faire. Parce qu'il y a ce doute automatiquement qui arrive. Mais en revanche, du côté du FC Barcelone, quand on regarde les stats et qu'on voit qu'actuellement, on a 201 hors-jeu qui ont été concédés par notre adversaire depuis le début de saison et qu'on est les premiers au classement en Europe sur cette statistique et que le deuxième avec 101 hors-jeu. 100 de moins que nous, c'est autant que leur nombre en entièreté. On peut se dire quand même que le FC Barcelone a empêché un bon nombre de grosses occasions d'être créées à travers ça et automatiquement a créé un bon nombre de buts qu'on n'a pas concédés aussi à cause de ça. Ce qu'il faut souligner aussi à travers leur jeu et ce qui est positif, c'est que c'est un bon nombre de ballons qui sont récupérés assez vite. C'est que c'est une pression que tu mets à ton adversaire parce que ton adversaire, il voit cette opportunité, il veut jouer vite, il se précipite. Un adversaire qui se précipite est un adversaire qui n'est pas dans le confort. À partir de ce moment-là, il perd le ballon, toi tu le récupères, tu peux le mettre encore plus sous pression à travers ça. En plus de ça, on a vu à certains moments le Barça récupérer le ballon dans la zone du milieu de terrain à travers justement ses défenseurs qui avaient mis cette ligne de hors-jeu assez haute et ensuite entamer une action qui s'est terminée soit sur une occasion franche, soit sur un but aussi à certains moments. Donc tout ça, ça forme le positif autour de ce hors-jeu. Il faut toujours avoir le réflexe de se dire ok, certainement on a concédé telle ou telle occasion. Ok, peut-être on a concédé un but à cause du hors-jeu. Mais combien d'occasions on a évité à cause de ça? Qu'est-ce qui se serait passé si on avait décidé d'avoir une autre animation défensive? Est-ce qu'on n'aurait pas du tout concédé ou est-ce qu'on aurait aussi pris plus d'occasions? Ça, il faut toujours y penser quand on voit le hors-jeu et ne pas broyer que du noir en regardant « ah ça c'est négatif, ah ça c'est négatif ». On est obligé de terminer, mesdames et messieurs, cette vidéo sur une conclusion. Qu'est-ce qu'on fait pour le reste de la saison? Tout d'abord collectivement et ensuite individuellement dans les choix du hors-jeu. Collectivement, est-ce qu'on maintient ce hors-jeu finalement? Vous l'avez compris, selon moi, encore une fois, ça ne reste que mon avis, oui, il faut conserver ce hors-jeu. Parce que ça nous rapporte énormément de choses positives, comme je viens de vous le dire dans cette avant-dernière partie. Mais aussi parce qu'on travaille sur ce système depuis le début de la saison. Depuis le début de la saison, tous les joueurs, ils sont impliqués dans cette façon de défendre. Et comme on l'a vu depuis le début de la saison,
saison, ce Barça de Flick ne forme qu'un. Quand on attaque, quand on défend, c'est un groupe soudé, c'est un groupe solidaire qui fonctionne tout en ensemble. C'est un football total. Du coup, si on change totalement de dynamique, si on change d'animation défensive, ça veut dire qu'on change énormément de choses dans tout notre style footballistique. Donc, pour ces raisons-ci, collectivement, je pense qu'il faut conserver le hors-jeu. En termes d'individualité maintenant, quel choix faut-il faire? Là, bien évidemment, la question se porte autour de Araujo qui, quand il sera plus blessé, pourrait pourquoi pas taper à la porte pour être titulaire. La question que moi j'aimerais vous poser, c'est quand vous avez un problème, est-ce que vous préférez solutionner les causes de ce problème ou est-ce que vous préférez solutionner les conséquences de ce problème? Quand vous avez une fuite chez vous, est-ce que vous préférez mettre plein de seaux d'eau pour éviter qu'il y ait plein d'eau partout ou est-ce que vous préférez régler la base, la source de cette fuite et faire en sorte qu'il y ait plus d'eau qui coule? Et bien selon moi, encore une fois ça ne reste que mon choix, je préfère essayer de solutionner le tuyau et faire en sorte qu'il y ait plus d'eau qui coule. Et quand on me dit souvent Araujo, il va pouvoir, à travers sa vitesse, corriger des lacunes. oui, mais donc vous êtes en train de me dire qu'il y a une lacune de base. Or moi, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas cette lacune. Et c'est justement en mettant des joueurs qui, depuis le début de la saison, performent quand même très bien sur leur jeu, même si, comme on l'a vu, il y a encore des erreurs qui sont faites. Je ne dis pas qu'il n'y a pas du tout d'erreurs, mais des Inigo Martinez, des Cubarsí et même des Eric Garcia arrivent très facilement à apprendre ce système-ci. Je pense qu'il faut améliorer ces bases-là, ces données qu'on a avec ces joueurs-ci, essayer bien évidemment d'apprendre à Araujo, de ne pas l'enterrer par rapport à ça, mais on voit que c'est un petit peu plus compliqué pour lui, mais lui laisser le temps de travailler là-dessus, mais en tout cas, s'efforcer collectivement à essayer d'apprendre de plus en plus les patterns, de faire en sorte que la chorégraphie devienne de plus en plus parfaite sur l'alignement et de faire en sorte, encore une fois, comme on l'a évoqué dans la deuxième partie, de faire attention à la rampe de lancement pour bien la presser, bien être au contact avec elle. Et là, on solutionne la problématique à la base et on n'essaie pas de se dire à comment on rattrape le problème. Non, moi, je ne cherche pas à solutionner le problème, je cherche à faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème. Donc voilà, mesdames et messieurs, c'était une petite analyse, un petit focus sur un point tactique de ce Barça de Flick qui va rester un point, je pense, important pour la suite de la saison. J'espère que vous avez aimé le format. C'est pas tous les jours qu'on fait ce genre de format sur la chaîne, même si on parle bien évidemment assez régulièrement quand même de tactique et d'analyse sur la chaîne. J'espère encore une fois que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de ce sujet-ci. Ça porte toujours à débat et je suis ouvert au débat en commentaire. Vous le savez très bien. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.